Bonsoir mes chers auditeurs et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle newsletter mensuelle. Nous sommes déjà au mois de mars, le troisième mois de l'année. Bientôt la fin du trimestre et il y a un an c'était la fin du monde, la dégringolade, la plus forte chute, la plus rapide de tous les temps. C'était tout allait s'écrouler, c'était terminé. Et un an plus tard, c'est l'envers du décor. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes avec quelques milliards de dollars. La bourse est maintenant au plus haut et fait quasiment, je dirais, des records tous les jours. Mais qu'en est-il exactement? Est-ce qu'en fait tout va bien? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que les marchés vont continuer à monter? C'est ce que je vais vous dire bien sûr dans cette newsletter. Selon mon avis bien entendu. Nous parlerons d'économie en premier. Je vais déjà vous donner quelques informations qui vont montrer que peut-être ça ne va pas si bien que ce que l'on pourrait espérer. Il y a peut-être anguille sous roche. Et puis nous plongerons bien évidemment au cœur de la bulle boursière parce que maintenant, bon, ce n'est pas difficile de se rendre compte que nous sommes dans une bulle boursière. Ça fait maintenant très longtemps. Cette bulle boursière était déjà présente avant le Covid-19. Donc nous allons plonger une fois de plus au cœur de cette bulle. Je ferai un point à part sur l'inflation. Nous allons parler un petit peu d'inflation. Puis je conclurai en revenant sur mes perspectives 2021 que j'avais donné en décembre, là, parce que j'avais parlé de mars. Et donc je conclurai et je vous donnerai mon point de vue sur le CAC 40. Voilà, je vais m'avancer un petit peu plus dans l'année 2021. Et voilà, vous aurez mon avis à la fin de cette newsletter. Donc restez jusqu'au bout. Comme le dit Carson Block, le sulfureux dirigeant de Muddy Waters, les marchés sont cassés. Voilà. Ça, c'est vrai que je suis d'accord avec lui. Les marchés sont cassés. Il dit en fait les marchés étaient déjà cassés avant l'affaire GameStop. Je vais y revenir après dans le cœur de la bulle. Mais maintenant, on va dire c'est le sommet. Nous sommes au sommet. C'est la cerise sur le gâteau, l'affaire GameStop. Maintenant, il dit qu'en fait, il n'y a plus de fondamental. Ce n'est plus du fondamental. Plus du tout. Ce sont des facteurs techniques en fait. Les investisseurs, je dirais, répondent aux facteurs techniques. Et bon, voilà, ça j'ai déjà expliqué effectivement pourquoi on a inventé les algorithmes, si ce n'est que pour gagner rapidement de l'argent sur des facteurs techniques. Donc les marchés sont cassés. Effectivement, rien ne justifie cette hausse actuelle des marchés financiers. Parce que bon, quand même, le Covid est toujours là. Il y a toujours des morts. Le vaccin, il ne vous protège pas du Covid. Normalement, un vaccin doit vous empêcher de contracter la maladie, ce qui n'est pas le cas. Il y a toujours des restrictions, on porte le masque, les confinements, etc., etc. Et on voit qu'au niveau économique, ce n'est pas ça du tout. Parce que, par exemple, je peux vous citer l'Angleterre, dont le PIB était inférieur à 9% d'avant la pandémie. 9% de moins. Il rechute en janvier de 2,9%. Du côté de l'Autriche, nous avons un PIB qui chute de 6,6% au plus bas depuis 1945. Et c'est une chute beaucoup plus importante que lors de la crise de 2009, où là, nous avions eu notre crack rampant. Et les marchés, en décembre 2007, à l'été 2007, en tout cas pour les marchés européens, n'étaient pas surévalués comme ils sont surévalués maintenant. Alors, également, les bénéfices du CAC 40 sont divisés par 2 en 2020. Alors, les résultats, c'est vrai, sont supérieurs aux attentes, mais vous voyez que les résultats, quand même, sont nettement plus mauvais que ceux avant la crise du Covid-19. Donc là, tout monte, tout va bien, mais en fait, c'est moins bien. C'est juste qu'on le prend d'une autre façon, je dirais. On l'interprète d'une autre façon, parce que vous voyez que, vous le savez, maintenant, pour beaucoup d'entre vous, que la bourse, il y a un côté quand même psychologique qui est très important. Donc on on exagère les bonnes nouvelles, d'accord? On surestime les bonnes nouvelles, et on passe sous revue les mauvaises nouvelles. Mais non, ce n'est pas grave, et je vais vous en annoncer
je vais vous annoncer bien sûr les mauvaises nouvelles qu'on passe sous revue. Pour la Réserve fédérale américaine, la hausse à venir des faillites d'entreprises demeure considérable. Il y a un risque important pour la Fed, justement, de faillite d'entreprises. Et ça, c'est, je dirais, argumenté par S&P Global Rating qui voit une hausse de défauts d'entreprises considérable dans les mois à venir. Surtout si justement le flux de trésorerie ne revient pas comme avant la crise du Covid. Parce qu'au bout d'un moment, les gouvernements vont commencer à retirer leurs mesures de relance et donc c'est la trésorerie. Voilà. Si l'argent n'est pas rentré, effectivement, ça va créer énormément de défauts. Et là, je veux dire, au bout d'un moment, le marché sera obligé d'en tenir compte. Effectivement, d'accord ? Là, on peut basculer d'une psychologie positive à une psychologie négative. La BRI, la Banque des règlements internationaux, c'est la banque centrale des banques centrales, voit en fait dans la hausse actuelle des marchés des excès de la bulle Internet. Voilà. Donc ça, c'est peut-être passé inaperçu, mais voilà, c'est quand même la banque centrale des banques centrales. Et puis, des particuliers, ça je vous l'ai dit, qui rentrent sur ce marché, donc des novices qui rentrent, et ils empruntent. Ça, c'est très significatif. Les particuliers commencent à emprunter pour investir sur les marchés financiers. Donc ça, c'est très caractéristique d'une bulle. Je vais parler également des chèques Covid du président Biden qui vont arriver là. Et donc, le sondage dit qu'un tiers de cette somme, voilà, les particuliers vont utiliser, les Américains, parce qu'ils prennent beaucoup de risques, ils investissent beaucoup en bourse, ils vont utiliser au moins un tiers de ces chèques Covid. Et puis une information qui est passée totalement inaperçue. Vous voyez, c'est des affaires comme ça, c'est comme Wirecard, hein, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on avait passé sous revue l'affaire Enron, vous voyez, l'affaire WorldCom. Voilà, donc c'est la société Greenswell. La société Greenswell, c'est une société importante qui prête de l'argent aux entreprises. Donc il y a eu un article comme quoi elle était en difficulté début mars et finalement elle a fait faillite le 8 mars. Alors c'est assez grave puisque c'est quand même une entreprise qui a 10 000 clients dans 174 pays et cette faillite pourrait mettre en difficulté de nombreuses entreprises. Mais vous voyez ça, on n'en parle pas trop. Alors c'est quand même assez grave, voilà. Donc on est toujours dans cette fuite en avant, les milliards, les liquidités se déversent et une psychologie positive et voilà un courant acheteur. Et ça, je vais maintenant passer et vous expliquer tout ça comme la newsletter précédente, c'est vrai, mais que je vous recommande d'ailleurs puisque je vous explique bien. Je vous explique bien qu'à terme, le crack est inévitable. Ça, je vous explique bien avec la partie graphique dans la newsletter précédente. Si vous ne l'avez pas vu, ben, c'est l'occasion. Vous comprendrez que, en fait, ce n'est pas le meilleur des mondes et que la crise, le crack à venir sera inévitable. Donc maintenant, je vais de nouveau, dans cette newsletter, plonger au cœur de cette bulle boursière. Et voilà, vous allez voir que, comme le disait Jesse Livermore, la bourse est un univers spéculatif qui n'est pas fait pour les stupides. Parce qu'effectivement, vous faites face aux meilleurs, donc il faut être, je dirais, très malin et travailleur pour arriver à rivaliser avec les meilleurs et arriver mois après mois à faire des gains sur les marchés financiers, année après année, bien sûr, durer sur les marchés financiers. Mais là, effectivement, ce n'est pas fait pour les stupides, c'est vrai, puisqu'il y a beaucoup qui se font piéger. Mais là, avec ce qui se passe maintenant, je vais vous l'expliquer au cœur de la bulle, c'est encore, je dirais, beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu. Plonger au cœur de la bulle avec le Bitcoin qui passe à 50 000, puis à 60 000, puis à 60 000, il revient à 46 000. Donc voilà, énormément de volatilité. Alors c'est ça en fait, vous voyez, les bulles boursières et je dirais quand on est proche de la fin, enfin, la fin entre guillemets, ça je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Hein. La fin, c'est peut-être pas dans 2 mois, hein, d'accord? Voilà, il y a énormément de volatilité.
Voyez, donc ceux qui connaissent bien, qui savent, qui ont les moyens, ils savent sortir au bon moment, ils re-rentrent, voilà, etc. Il y a également énormément de volatilité sur GameStop parce que ça repart. La fièvre s'empare de nouveau des boursicoteurs, voilà, sur l'affaire GameStop. Alors voilà, ça, je vous renvoie à ma newsletter de février, voilà, les boursicoteurs qui ont fait tomber les fonds spéculatifs, enfin voilà. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la précédente newsletter. GameStop, là, qui était tout à l'heure à 276 $, il est tombé quand même à 39 $, hein, courant février. Il est monté à 483, il est tombé à 39. Et là, il est à 276. Et la journée du 25 février, nous avons eu un plus haut à 184 $, une clôture à 101 $. Vous voyez, quand même, un truc de malade, je dirais. Hein. Une baisse de 40% dans une séance, donc énormément de volatilité. Donc là, ce jeu-là, bien sûr, il y en a beaucoup qui se font piéger parce que ils ne maîtrisent pas du tout leurs émotions. Je dirais qu'ils agissent avec leurs émotions. Donc en fait, ils rentrent, puis voilà, ils sortent pas parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner plus. Puis finalement, après quand ça baisse, ils pensent que ça va remonter. Et puis finalement, ils stoppent, en fait, ils ont perdu, puis ils re-rentrent, etc. Voilà. Voilà, ils sont complètement perdus. Donc voilà, nous avons ça. Donc une volatilité extrême sur les actifs. Il y a quand même, on voit qu'il y a 14% des Français qui veulent investir sur le Bitcoin. Je rappelle que le Bitcoin n'est pas réglementé. Voilà. Vous voyez toujours, on retrouve toujours cet effet moutonnier. Les dindons, les particuliers dindons, cet effet moutonnier. Vous avez donc, je l'ai mis aujourd'hui là sur mon groupe Facebook. En fait, on s'intéresse aux actions quand c'est pas quand tout le monde s'intéresse aux actions qu'il faut s'y intéresser, mais c'est quand personne s'y intéresse. Si vous vous intéressez aux actions quand tout le monde s'y intéresse, c'est pas là où vous ferez les meilleures affaires. Voilà, effectivement. Donc nous avons toujours dans les bulles cet effet moutonnier et nous le voyons avec le Bitcoin. Après voilà, de nouveau Elon Musk qui parle et puis le Dogecoin. Le Dogecoin, il monte de 900%. Il a pris 900%. Depuis le 1er janvier. L'homme le plus riche du monde parle et voilà, hop, ça flambe. Et donc ça, c'est aussi également très significatif. Et puis les officiels qui alimentent cette bulle. Quand M. Powell dit, de toute façon, l'inflation reviendra au niveau des 2%, donc c'est ce que souhaite la Fed, pas avant plus de 3 ans. Donc là, on est tranquille, il n'y aura pas d'inflation. Donc bien sûr, dès qu'il a dit ça, mais les marchés ont fait un record de plus. Après, nous avons également Bank of America. Bank of America qui cite « La seule raison d'être baissier, c'est qu'il n'y a pas de raison d'être baissier. » On entend aussi « C'est très haut, mais c'est normal. Cette fois-ci, c'est normal. » Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Aussi, on peut voir ça. Voilà, donc, maintenant... le mécanisme au cœur de la bulle, graphiquement, puisqu'en fait, les liquidités, oui, mais la vraie raison de cette bulle boursière interminable qui néglige toutes les mauvaises nouvelles, je dirais même les pires des mauvaises nouvelles avec cette faillite de Greenswell, cette bulle boursière, en fait, est due à l'intelligence artificielle. Donc pourquoi cette bulle boursière interminable? Parce que c'est l'intelligence artificielle qui a pris le contrôle des marchés boursiers. Voilà, Carson Block a dit les marchés sont cassés. Effectivement, oui, ils sont cassés. Les marchés, je vais vous le montrer graphiquement, cette prise de contrôle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que maintenant la bourse c'est ça, il faut le savoir. Hein. Et bien sûr je vais vous montrer plusieurs exemples. Voilà, vous serez servi la prise de contrôle. Et en fait, qui peut vous présenter un marché, je dirais un marché qui va monter alors que l'économie est à terre. Parce que l'économie est à terre. Quand vous lisez les comptes de résultats, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être mieux que ce qui est prévu, mais c'est nettement moins bien qu'avant la crise. Donc, vous voyez, on vous présente un marché,
on vous présente une belle mariée alors que l'économie est à terre et donc vous êtes perdu. Comme dit Carson Block, le fondamental c'est terminé. C'est du casino, donc vous êtes perdu. Et je reviens sur ce que j'ai dit maintenant il y a de nombreux mois. Et je l'avais annoncé même lorsque mes newsletters étaient privés. Donc c'était les fortes variations dues aux algorithmes sur les actions. Alors ça a commencé par l'Alternext, par les petits compartiments. Et j'ai dit, maintenant il y a plusieurs mois, que ça tiendrait le compartiment 1. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on l'a vu avec Vivendi, la montée de 20%. Bon après bien sûr ça a rebaissé. La montée de 20% sur une action du compartiment A. Et bien sûr ce n'est pas fini. Voilà. Donc ces importantes variations, vous voyez, c'est la Ferrari lancée à 250 km/h. Et voilà, puis la route elle est droite. C'est ça, l'intelligence artificielle. L'improbable devient probable, l'improbable est devenu probable. Voilà, c'est quelque chose que j'avais dit il y a aussi maintenant de nombreux mois. C'est exactement ce qui se passe. Donc maintenant, voilà, la prise de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant tout devient possible. Tout est possible. Même une action peut être multipliée par 4 ou 5 en une journée. Enfin voilà. C'est ça, la puissance de l'intelligence artificielle. Et je vais vous le montrer maintenant sur ces exemples. Alors, la prise de contrôle par l'intelligence artificielle, élimination de l'émotion. D'accord ? Voilà, il n'y a plus d'émotion. Donc on fait ce qu'on veut maintenant. Avec les cours boursiers, il n'y a pas de contrepartie. Parce que quand vous avez un bon trader, quand vous aviez, pardon, un très bon trader, ben le bon trader, ça dépend des jours. Des jours, il n'est pas très en forme. Donc là, il va dire, ben là, je vais vendre. Allez, je vais vendre. Voilà. Maintenant, non. Parce que maintenant, c'est le robot. Hein. C'est le robot qui n'a pas d'émotion. Donc, si on peut faire durer le plaisir, pourquoi pas faire durer le plaisir. Mais le problème, c'est quand celui qui rentre, bien sûr, au plus haut, ben là, il a tout perdu. Alors, voilà le premier exemple d'entreparticulier.com. Entreparticulier.com, moi, j'appelle ça une daube. Hein. Vous savez, l'expression que l'on entend souvent, c'est une daube. Voilà, c'est une daube. Donc, vous voyez, entreparticulier.com, voilà, 2008, novembre 2008, vous voyez le curseur ici. Hein. Donc ça fait 12 ans, pendant 12 ans, ben voilà, elle dérive entre particulier.com. Et puis d'un seul coup, oh là là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, ça explose rapidement. Voilà, avec un plus haut à 24,60. Voilà, l'improbable est devenu probable. Le 8 janvier, on est à 0,80. Et voilà, en 5 semaines, le 16 février, ici, le 16 février, vous le voyez en bas, hein, en 5 semaines, on est multiplié par 30. Voilà, le titre, comme ça, voilà, se met à flamber sans aucune raison et multiplié par 30. Alors que depuis 12 ans, il ne fait rien. Voilà. Voilà l'exemple de casino. Alors bien sûr que là maintenant, nous sommes à 15,60. Voilà, il a perdu, ben, vous voyez, 9 points, donc 30%. Plus de 30%, 35%. Voilà sur les plus hauts. Hein, entreparticulier.com. Voilà. C'est pour vous montrer que il n'y aurait pas d'intelligence artificielle, ça n'existerait pas ça. Un titre qui pendant 12 ans ne fait rien et qui doit continuer sa route vers le bas, et puis d'un seul coup qui se réveille comme ça et qui est multiplié par 30 en 5 semaines. C'est pas mal, hein? Alors après, nous avons Evergreen qui est pas mal non plus, hein, 3,42. Evergreen, voilà, hein. Alors, c'est encore pire Evergreen. Hein. Evergreen, voilà, ça fait un moment que ça dure le cinéma. Hein. D'accord, Evergreen. Depuis 2003, bon là, elle était montée quand même à 6,50. Voilà, bon, Evergreen, on va dire depuis 2007. Donc, ça fait 14 ans. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Donc, les titres, voilà,
voilà, qui ne font rien, qui végètent depuis des années et des années, voilà, hein, et qui d'un seul coup se réveillent. C'est fantastique quand même, hein, fantastique. Qui se réveillent au mois de décembre, hein, voilà. Au mois de décembre, nous avons, voilà, au plus haut à 1,23, elle est montée à 7,60 en 2 mois, voilà. À 7,50 en 2 mois, l'explosion comme ça, tout à coup, voilà, c'est super. Mais là, bon, on est quand même à 3,40, donc elle a perdu 50%. Donc ceux qui sont rentrés là, ben voilà, sont les dindons de la farce, voilà. Les pigeons, hein, parce que voilà, là, vous inquiétez pas qu'à ce petit jeu, les novices, ils gagnent pas, hein. Il y en a quelques-uns qui gagnent, mais ils se feront rincer la prochaine fois. Voilà, donc c'est pas mal aussi Evergreen, hein. Alors je vais vous en faire un autre quand même, on va pas se quitter comme ça. Avec Prismaflex. C'est extraordinaire aussi, Prismaflex. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a Guillemot aussi. Allez voir, allez faire un tour sur Guillemot, c'est pas mal. Prismaflex, c'est extraordinaire, Prismaflex. Hop, c'est super. Alors voilà, Prismaflex, bon, ben voilà. Hein. Bon là, c'est un peu plus soutenu, Prismaflex. Mais voyez, regardez, c'est pour vous montrer que maintenant, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et je vais le répéter une fois de plus parce que c'est tellement vrai. Alors, le 4 mars, Prismaflex, on est à 6,60 et le lendemain, voilà, le lendemain, c'est extraordinaire. Voilà, on monte à 20, ce qui fait qu'on triple dans une séance. C'est super, hein. C'est beau quand même la bourse, hein. C'est beau, hein. Et on fait un petit pic à 22, histoire de voilà, hein. Ah, mais là, c'est dommage parce qu'on est à 13,15. Ah oui. Ça fait combien, ça? Ça fait un peu plus de 40% de baisse, hein, en quelques jours, là. Donc, voilà ce que c'est, la Ferrari lancée à 250 km/h. Mais comme j'ai dit, comme j'avais dit avec McAfee, parce que McAfee, il est monté à 40. Au fait, elle a combien, McAfee? Je crois qu'elle est autour de 28, là, actuellement. Hein, donc, ça fait moins de 30, hein. Mais elle pouvait monter à 50 ou à 80, donc là elle est montée à 20, mais je suis sûr qu'on verra, j'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer un autre jour, je dirais dans quelques mois, un titre qui fait pas x3 mais x10 en une séance. Hein. Voilà, là c'est 20 euros, mais ça aurait pu monter à 100, hein, pourquoi pas. Hein, voyez. Voilà, l'excès, l'irrationnel. Voilà, c'est là le truc, c'est que l'irrationnel, l'excès a toujours existé en bourse, mais avec les algorithmes, cet excès est exacerbé, c'est encore pire. C'est ça qui est très grave en fait. L'irrationnel est encore plus irrationnel. C'est pour ça que nous assistons actuellement à des marchés qui sont à ce niveau. L'explication, vous l'avez. Bien, avant de conclure cette newsletter et de vous donner mes perspectives, comment je vois le CAC 40 et l'avenir des marchés financiers selon mes études, je vais parler un peu de l'inflation, parce que là, on a eu une correction sur le Nasdaq, hein, voilà. Parce qu'en fait, une montée des taux, c'est moins favorable au Nasdaq, enfin voilà, bref. Hein. Les taux sont montés à 1,50, les taux américains à 10 ans sont montés à 1,50, le dernier graphique, parce que je vais vous montrer un graphique. Le dernier résultat que j'ai, la dernière cote que j'ai, c'est 1,61 sur le graphique. Et je vous en avais parlé parce qu'en fait, les marchés financiers fonctionnent au prétexte. Donc en fait, quand ça va commencer à plonger, ils vont vous trouver un prétexte. D'accord? Là, vous voyez, Greenswell, par exemple, ça aurait pu être... ça aurait été justifié d'ailleurs. Là, c'est grave parce que voilà... C'est une entreprise importante, elle est corrélée à pas mal d'autres entreprises, on leur a prêté de l'argent, puis elle fait faillite. Mais là, en fait, pour justifier cette baisse, ils vont vous trouver un prétexte, en fait. Il faut un prétexte. Voilà. Hein, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et je vous en avais parlé, le prétexte de l'inflation. Et vous voyez, voilà, on nous sort le prétexte de l'inflation. Alors, on dit que voilà, le taux à 10 ans américain, on peut depuis un an à 1,50. C'est une potentielle inflation galopante. Ça y est, il va y avoir de l'inflation, c'est la fin, voilà, etc., etc. Le prétexte.
Mais on va pas vous dire, mais non, les marchés sont trop chers. Quoique la BRI l'a dit que le marché était cher. Mais bon, elle a dit quand même. La Banque centrale, les banques centrales. Elle a dit, mais voilà, je vois des excès, nous voyons des excès comme lors de la bulle Internet. Bon, mais on vous dira pas, non, c'est cher. On vous dira, mais oui, il va y avoir une inflation. Le prétexte, voilà, pour faire chuter les marchés. Voilà. Mais bien évidemment, je vais vous montrer ce petit graphique pour justement vous expliquer que c'est un prétexte. Après, effectivement, si l'inflation grimpait, les banques centrales seraient obligées de relever leur taux d'intérêt. Et ça serait pas bon, étant donné que la dette maintenant est colossale. La dette mondiale atteint 201 000 milliards de dollars, soit 267% du PIB mondial. Donc vous savez, nous sommes dans un sacré engrenage des taux bas et qui favorise les gros patrimoines. Et donc effectivement de remonter les taux d'intérêt. Voilà en fait, c'est ce qu'il faudrait. Il faudrait remonter les taux d'intérêt en fait. C'est ce qui serait bien, mais voilà, ça créerait un problème. Hein. C'est pour ça que c'est pas bon tout ça. Hein. Donc je vais vous montrer le graphique. Que tout ce qui raconte là, l'inflation, on monte à 1,50. Oh là là, potentielle inflation galopante. C'est grave. C'est grave, hein. Ben, je vais vous montrer que voilà, c'est un prétexte. Voilà, on va aller sur le graphique maintenant. Voilà les taux à 10 ans américains. Donc sur investing.com, 1,61,9. Ah, vous voyez que c'est super grave. C'est vrai, hein? Ah, que c'est grave. Oh là là, que c'est grave. Vous voyez quoi là? Vous voyez que dans les années 70 et au début des années 80, l'inflation, vous voyez, on dépasse, voilà, on est à plus à 15% que 60. Et en fait, vous apercevez que les taux à 10 ans sont au plus bas, dans le sens que voilà, c'est une tendance baissière, hein, d'accord? Avec des bas de plus en plus bas et des hauts de moins en moins hauts. Et donc, vous voyez que là, nous étions plus bas. Et il y a une petite remontée, et voilà, tout de suite, c'est la fin du monde, le prétexte, voilà. Hein? Alors vous voyez que déjà l'inflation, pour qu'il y ait de l'inflation, ça met un certain temps, hein, ça ne met pas 3 semaines. Hein. Voilà, donc c'est pour vous montrer que ce n'est pas grand-chose tout ça, hein, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que c'est surtout un prétexte pour dire, ben voilà, ça y est, maintenant c'est le moment. Et vous inquiétez pas, quand on partira sur notre crack rampant, on vous trouvera un bon prétexte aussi. Voilà. Mes chers auditeurs, j'espère que cette newsletter vous a intéressé. C'est le moment de conclure. Où va le CAC 40? Nous avons dépassé les 6000. Lors de la précédente newsletter, j'avais donné comme objectif ces 6000 points à un mois. Voilà, ça fait exactement un mois. Alors, voilà, je vous dirais, méfiez-vous des gourous. Le crack en 2021. Le crack en 2021, bon. Donc je vais revenir sur ce que j'avais dit en décembre. Je vous avais donné rendez-vous au mois de mars et qu'au mois de mars, les marchés d'ici le mois de mars pouvaient s'écrouler. Alors nous avons eu une autre correction là en février. On est tombé à 5300 points, sur 5350. Et là finalement ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque voilà effectivement les marchés sont chers, c'est une bulle. Mais on ne sait jamais où va s'arrêter une bulle et voilà, on fait l'inverse de ce qui est attendu. Et ne l'oubliez pas, les deux précédentes corrections en 2018 à la fin de l'année, le dernier trimestre, et en 2020 le monumental flash crack. Voilà, quand ça baisse, personne ne prévoit une baisse aussi importante. Vous voyez, c'est un peu hop. Vous voyez, vous promenez tranquillement et hop là, vous prenez. Voilà, ça tombe. Donc, je vous avais donné après comme prochain, je dirais, mois important, le mois de mai, dans cette newsletter de décembre, où là, effectivement, on pouvait tomber en dessous des 5000 de mémoire. Mais bien évidemment, voilà, parce que ça se fait pas comme ça, hein. Il fallait voir où serait le CAC en avril. Alors, comme je dis, moi je donne des prévisions à 6 mois. Et j'aurais tendance à penser, mais nous sommes que mi-mars, que le crack n'aura pas lieu cette année. Voilà. Alors, bien évidemment, je vais à 6 mois. D'accord? Là, de ce que je vois actuellement, d'après mes travaux techniques,
j'aurais tendance, peut-être, je le mets entre guillemets, peut-être, avec une probabilité supérieure à 50% que le crack n'aurait pas lieu cette année. Voilà. La hausse peut tout à fait continuer sur les marchés financiers si on clôture le mois de mars au-dessus des 6040. Si l'on clôture au-dessus des 6040, on peut très bien rejoindre les plus hauts de mai 2007 à 6167 points. C'était le plus haut de mai 2007. Voilà. Là, on peut y être rapidement. Cela avec le plan Biden, voilà, les chèques vont arriver. Donc on peut y être rapidement à 6167. Et puis après, alors, ben voilà, après, ce sont les plus hauts de septembre 2000 à 6900 points. Alors il y a peut-être des intermédiaires, mais on va donner déjà à 6168, le plus haut de 2007, qui est tout à fait probable, puisque là, il n'y a pas de signal vendeur. Alors, pour ce qui est de la correction, parce que tout le monde s'attend à une correction, il est très important que d'ici un mois et demi, que le CAC 40 se rapproche des 5650 points. Si on est très loin des 5650 points, voilà, mi-avril, enfin voilà, c'est le point partant, c'est le mois de mai. Je vous avais donné le mois de mai. Donc si on est loin des 5650 points, ben voilà. Après, si on va au 6168, ça j'en reparlerai. Je pense que si on dépasse le plus haut 2007, je ferai une vidéo sur le CAC 40. Et bien voilà, ben la correction, alors il n'y aura pas la correction, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc en tout cas, le point correctionnel, c'est 5650 dans un premier temps. Effectivement, si on est proche, lorsqu'on sera au mois de mai, là, je dirais que la chute peut aller sur 5350 points, extension 5250 points, et je ne vois pas le CAC 40, je dirais, tomber en dessous des 5250. Alors effectivement, si voilà, le 25 avril, on est à 5600 points, il faut voir. Mais là, il y a une grosse barrière dans le cas de la rupture de ces 5650 points. Une grosse barrière, une énorme zone entre 5250 et 5350. Et si vous voulez, on ne passe pas du pessimisme, de l'optimisme au pessimisme. Donc, il est à prévoir que si le CAC 40 tombait sur cette zone serait fortement rachetée. Voilà. Donc c'est plutôt, d'après mes études, ce que je vois dans les semaines à venir, et bien sûr une continuité de la hausse. Donc 5650, si on est loin début mai, ben, et si on est vraiment très loin, ben, voilà, on va continuer à monter. Sinon après ça peut corriger sur 5250, 5350 points, nous en reparlerons. Alors j'ai une dernière chose à vous dire avant de vous quitter. C'est à propos du Nasdaq. Donc le Nasdaq a commencé à corriger. Et on vous a dit que maintenant il y a une rotation sectorielle parce qu'il va y avoir la reprise, l'économie va bien. C'est terminé maintenant, c'est fini là. Voilà, tout est fini maintenant, tout va bien. Donc il y a une rotation sectorielle. Alors méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est le prétexte. N'oubliez pas, hein, la seule raison d'être baissier, c'est de ne pas être baissier. Le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Alors quand vous voyez la photo du Nasdaq et du S&P que je vous ai montré sur ma newsletter de février, voilà, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour acheter. Enfin, pour être long, en tout cas, je ne crois pas d'ailleurs. Hein. Donc attention, hein, parce que ce qui peut se passer, ça je l'ai dit, c'est-à-dire que si imaginons qu'on descende entre 5350 et 5250. Là, ce qui peut se passer, c'est qu'on reparte. Voilà, à mon avis, ça sera racheté. Mais le prochain point haut sera plus bas que le précédent. Et ça peut être en fait le début de la chute, ça je l'ai déjà expliqué. Donc là, on vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, ça repart. Il y a une petite rotation sectorielle parce que ça a bien marché sur le Nasdaq, mais méfiez-vous. Parce que ça peut être l'amorce de la descente si le Nasdaq n'effectue pas prochainement un prochain plus haut. Je vous dis à bientôt.